Tu veux être dans l'art, tu veux être dans les médias, tu veux être dans l'entrepreneuriat, tu veux faire juste une carrière, tu veux pas faire de carrière, tu veux surfer, peu importe ce que tu veux faire, tu peux aujourd'hui. Donc, en fait, la barrière à l'apprentissage est à peu près au niveau zéro. Donc maintenant, toute la barrière est mise sur l'effort. Qui est prêt à faire l'effort? Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je vais déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, on se retrouve pour le Crayon Business pour une nouvelle interview Vision. Je suis aujourd'hui avec Gabriel Gorovitch. Salut Gabriel. Salut. C'est un vrai plaisir de t'accueillir. Tu es le fondateur et le CEO de Grossmakers, qui est globalement, ou jusqu'à ce jour, a été une école de formation au marketing, à la vente et à la croissance. Déjà, juste pour commencer, qu'est-ce que c'est que le gros, qui est un sujet énorme dans l'entrepreneuriat, et pourquoi ce sujet a autant été visible ces 5-10 dernières années? Alors, vaste sujet, le gros, c'est un gros mot pour... moi, quand j'ai commencé, c'était il y a 4 ans. Et à l'époque, c'était le truc à la mode. Ça sert à quoi? C'est le nouveau marketing. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on entreprend, en fait? Moi, j'ai 29 ans aujourd'hui. J'en avais donc 24, 25 à l'époque. Et je voulais entreprendre. J'avais déjà entrepris. Je me suis dit, il y a des mecs qui comprennent des trucs dans la tech, dans les startups. Et si je comprends ce qu'ils font, je vais pouvoir l'appliquer, moi, à ce que je fais. J'ai jamais fait de startup. Tu viens de parler de Grossmakers Media. On n'est pas vraiment une école, on est entre les deux. C'est-à-dire que nous, on se considère comme un média, d'un côté. Donc, on va aider toutes nos communautés à progresser dans leur carrière. Tu vois, on est à peu près sur du 25-35 ans. Et à entreprendre. Donc, il y a plein de super histoires. Hier, j'étais avec Maud de Green God qui me dit, le premier podcast que j'ai écouté, c'était le tien. Je me dis, tiens, je vais refaire ça dans la boîte, je vais refaire ça, je vais faire ça. J'ai eu la même chose avec Tim de The Braderie. Donc, il y a des super success stories aujourd'hui. Et ça a commencé par là. Donc, on commence ici. Et après, on s'est dit, bon, c'est quoi la suite? Comment est-ce qu'on va monétiser tout ça? Parce que c'est bien beau de faire du média, c'est bien beau de faire du reach, mais à un moment donné, il faut quand même gagner de l'argent. On a essayé de plein de trucs, genre vraiment plein de trucs, tout ce que tu peux imaginer. Le plantage absolu, on a essayé du Patreon à l'époque, du Tipeee, tous ces trucs-là. Tout le monde dit non, mais il faut tester ça. J'avais un pote à l'époque qui s'appelait Antonin, il s'appelle toujours Antonin. Il faisait un podcast Nouvelle École, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois. Donc podcast numéro 1 sur iTunes au tout début, il y a 5 ans. Et il me dit, il faut que tu fasses un Patreon, ça marche trop bien. Moi, je fais à peu près 2-3 000 euros par mois avec. Et je me suis dit, 2-3 000 euros par mois, mais on va pas super loin avec ça. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? On va faire du business, 2-3 000 euros, alors que c'était plus gros. Je me suis dit, bon, on va quand même essayer. On se lance, on travaille avec mon frère qui est aussi mon associé. On se dit, vas-y, bon, on va y aller tranquillement. On fait la page, on lance. On était déjà dans le top 10 Apple Podcast nous-mêmes en business. Hein. Ouais. Donc, qui dit top 10 business, il y a quand même du monde qui peut payer. Et au bout de 3 semaines, on avait récolté genre 27 euros. 27 euros. Alors là, pour moi, c'est genre humiliation totale. Je me dis, attends, t'es en train de faire un truc qui est écouté. On devait faire, je sais pas moi, 3, 4, 5 000 écoutes par épisode, ce qui est pas mal pour un truc. C'est hyper technique, hein. Oui, c'est ça que je l'ai pas dit, mais on fait des interviews de directeurs, directrices marketing, entrepreneurs, CEO, donc très tech, très start-up. Si vous écoutez, pour ceux qui écoutent, on est vraiment sur un jargon assez incompréhensible au début, après on comprend. Oui, mais c'est vraiment c'est une niche, c'est peut-être pas le mot, mais c'est vraiment une audience hyper thématisée. Et donc du coup, après ce plantage, on va dire... Et ben on a continué, on s'est dit, bon, on va essayer autre chose. On a essayé, on a déjà creusé dessus pourquoi ça n'a pas marché. Et il y a un auditeur qui me dit, mais mec, réveille-toi. Tu nous expliques toutes les semaines comment est-ce qu'on va faire 10 millions de chiffres d'affaires. Et là, tu es en train de faire la manche, en train de demander 2 euros pour aller t'acheter un café. Qu'est-ce que tu racontes? Alors moi, ça fait tilt. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est vrai, c'est pas du tout aligné avec la valeur qu'on propose. Et en fait, la valeur qu'on propose, c'est d'aider les gens à entreprendre, d'aider les gens à être meilleurs dans leur job. Donc, c'est un truc très professionnel. En fait, on est déjà du micro-learning. Donc, on s'est dit, c'est quoi la suite logique de ça? C'était les formations. Donc, on a inventé, on s'est quand même bien inspiré de ce qu'il y avait aux US, des formations nouvelle génération. Donc, nouvelle génération qui veut dire en promotion de 20, 30, 40, 50 personnes, tous ensemble, sur 6 semaines, formation continue, donc formation du soir. 100% à distance, avec de la vidéo mixée, avec des exercices à faire, tu es en groupe, et puis un live avec un teacher, un expert qu'on a choisi, c'est souvent passé sur le podcast avant d'ailleurs, et toutes les semaines pendant 4 à 6 semaines. Donc voilà comment on en est arrivé là. Et puis peu à peu, après on s'est dit, bon, maintenant qu'on a trouvé une manière de bien monétiser, parce que bon, on arrive à quoi? Covid, on était dans les
même pas 60, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Covid se passe, on fait à peu près x8. Parce que Oui, forcément, d'un ouais. seul coup, tout ce qui était hyper dur à vendre, va vendre du e-learning, t'expliques un concept que les gens n'ont jamais vu. Tu te dis, Ouais. mais je vais être 20 personnes sur une promo en formation continue, je comprends pas. En ligne le soir. En ouais. ligne, je comprends pas, genre c'est quel soir? Je dis non, mais en fait, c'est quand tu veux. Comment ça, quand je veux? En fait, c'est quand les cours. Non, mais en fait, c'était impossible à expliquer. Donc aujourd'hui, on est un peu meilleur. Ça, c'est plutôt mon associé qui s'en occupe. On est un peu meilleur et on s'est dit, bon, bah, c'est comme ça qu'on va faire. C'était difficile. Covid, ça nous a vachement aidé parce que d'un seul coup, tout se ferme. Le gouvernement donne pas mal de subventions et aide beaucoup à la formation. Bah, coup de bol, nous, on est ceux qui savent le faire à distance super bien. Donc là, d'un seul coup, moi, ça vous les vanne. Et peu à peu, on se dit, bon, bah, c'est cool. En même temps, on lance d'autres podcasts parce que, bon, on sait bien, on sait faire marketing, on sait Et donc, faire du coup, tu sales. diversifies à ce moment-là. On diversifie. Donc là, le but, c'est de faire une galaxie. On se dit, on sait aider les métiers entrepreneuriaux. Après, on sait aider les métiers, tout ce qui va être marketing. Puis on se dit, bah, c'est quoi la suite? Commercial. Puis on continue, en fait, peu à peu. Maintenant, c'est manager. Demain, ça sera RH, etc. Donc, on va faire une espèce de galaxie de marques qui vont être à chaque fois, qui a toujours la même mission. Ça va être d'aider les personnes à progresser dans leur carrière, donc être meilleur. Ouais, je comprends, mais donc du coup, c'est même, j'ai envie de dire, une question de perspective aussi. C'est que tu as senti cette logique d'évolution de l'apprentissage. Mais j'ai même envie de te dire pourquoi c'est pas fait avant. C'est-à-dire ça devrait pouvoir exister depuis 20 ans, des formations professionnelles comme ça. En fait, on n'invente rien. On n'invente rien. Ça existe, puisque c'est à peu près ce qui se passe déjà, par exemple, à l'école, ou ce qui se passe ailleurs sur des formations enfin, qui existent déjà. Sauf que nous, on le fait 100% digital parce qu'on peut. Alors, tu as toute une question d'habitude, c'est la tradition, c'est très difficile de faire bouger les gens. Une question culturelle. Culturelle, hyper culturelle. Donc, encore une fois, tu as le Covid, donc tu n'as pas le choix. Mais aussi parce qu'on peut. Il y a 10 ans, personne n'était sur Skype ou sur Google Meet ou sur Teachable ou même sur Slack, tu vois. Donc, en fait, c'est aussi logique que les innovations arrivent peu à peu. C'est juste, c'est un peu la suite logique. Ouais, je comprends. Mais donc du coup, toute cette galaxie un peu de formation et donc du coup de contenu d'apprentissage que tu cherches à créer, est-ce qu'ils vont dans le sens aussi peut-être d'une baisse de l'intérêt pour les études ou de la valeur des diplômes? Est-ce que ça va dans la logique aussi peut-être de changement de job beaucoup plus présent? Tu mets le doigt sur un truc là, tu mets le doigt sur un truc super intéressant. J'ai lancé ce podcast de base parce que moi, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait de grandes études de je ne sais pas quoi. Donc je me suis dit, ce que j'ai envie d'apprendre, il faut que je l'apprenne par moi-même. Donc je vais aller voir les meilleurs là-dedans, je vais prendre 2 micros, puis on va voir ce qui se passe. Donc j'ai fait ça il y a 5 ans, ça paraît il y a peu de temps, mais en vrai, il y a presque personne qui le faisait en France. Et puis j'ai continué peu à peu, tu vois, après maintenant les CEO, là j'ai envie d'aller voir des gens qui font plutôt de la création, un peu dans tout, dans l'art, dans les NFT. Donc en fait, tu peux tellement apprendre comme ça que bah, pourquoi pas le faire après tout. Et puis plus il y a d'audience qui écoute, plus tu te dis mais c'est sûr que là on touche quelque chose d'important. Là on touche un truc ultra important parce que les gens ça les aide vraiment. Forcément tu as des retours. Je me suis dit s'il y a des personnes qui sont capables d'écouter pendant 1 heure, au début moi c'était 1 heure, un jargon incompréhensible de mec de la tech de San Francisco qui explique comment est-ce que tu vas faire pour que ta LTV double et que tu baisses ton CAC par 2 parce que sinon comment tu vas pouvoir faire de la croissance, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est logique de le comprendre aujourd'hui. Oui, c'est un univers, je comprends très bien. Voilà. Et l'univers, en fait, il n'est pas si compliqué. Il vient de la même chose. Maintenant, on a accès à de la donnée sur tout. Tu vois, sur YouTube, tu as des dashboards partout. Donc, qui dit ça, dit on peut mesurer, donc comprendre l'impact de nos actions. C'est tout con, hein, mais on ne pouvait pas vraiment il y a 10 ans. Il y a une grande citation, je ne sais plus qu'est-ce qui raconte ça, qui dit quand tu dépenses 1 million en marketing, il y en a 50%, je sais ce que ça rapporte, 50%, j'en sais rien, je sais qu'ils sont perdus. Donc, en fait, avant, quand tu envoies par exemple à la télé 1 million en marketing, tu n'en sais rien ce qui se passe. T'envoies, il y a un reach monstrueux, et puis après, tu essayes de comprendre et de corréler. Mais c'est tout. Aujourd'hui, sur Parce que YouTube... plus les structures sont larges, en plus, plus c'est difficile de savoir d'où viennent les inbound et les acquéreurs. Ah bah là, c'est même juste qu'il n'y a pas la capacité de savoir. Alors qu'aujourd'hui, YouTube a la capacité de savoir, avec les cookies, avec toute la technologie derrière. Donc tu sais, quand tu targetes sur YouTube, tu peux dire je veux que les 25-35 qui ont ça comme intérêt et sur cette période de l'année, et je veux leur envoyer ça et ça, et je veux A/B tester, donc avoir une version A et une version B, et voir laquelle fonctionne le mieux. Aujourd'hui, ça paraît logique, mais la vérité, c'est qu'à la télé, on peut toujours pas. Même aujourd'hui, hein. On peut pas. Ouais, je comprends très bien. Mais du coup, en fait, toutes ces évolutions, j'ai l'impression que c'est aussi des questions d'adoption de marché, parce que c'est mon sentiment, peut-être que je me trompe, peut-être que j'étais trop jeune, mais j'ai l'impression que il y a une révolution d'apprentissage, pas seulement sur la manière d'apprendre, mais aussi sur le volume de choses apprises par les gens. Est-ce que les gens, ils apprennent plus, selon toi, aujourd'hui, qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans? Je crois que les gens, ils ont envie de plus entreprendre, tu vois, d'être plus autonomes dans leur vie, dans leur métier, un peu dans tout. Et ils ont compris qu'aujourd'hui, il y a une masse d'informations
disponible, gratuite, à peu près partout, sur ce que tu veux. Donc, il n'y a plus d'excuses à pas savoir. Avant, tu pouvais toujours te cacher derrière, je sais pas où trouver ça, c'est compliqué, c'est difficile, il faut aller à la bibliothèque, machin truc. Ok, super. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, tu veux réussir, tu peux. Tu veux faire un truc, tu peux. Et quand je parle de réussir dans n'importe quoi. Tu veux être dans l'art, tu veux être dans les médias, tu veux être dans l'entrepreneuriat, tu veux faire juste une carrière, tu veux pas faire de carrière, tu veux surfer, peu importe ce que tu veux faire, tu peux aujourd'hui. Donc en fait, la barrière à l'apprentissage est à peu près au niveau 0. Donc maintenant, toute la barrière est mise sur l'effort. Qui est prêt à faire l'effort? Et d'où aussi peut-être le succès de énormément de contenus de motivation qu'on peut voir, qui ont émergé presque au moment même où les barrières de l'apprentissage commençaient à se briser. Mais alors dans ce cas, pourquoi on fait encore des études? C'est pour le diplôme, c'est pour la validation sociale, c'est pour le réseau? Tu demandes ça à la mauvaise personne parce que j'ai pas fait les études. J'ai fait des études, tu vois, un peu particulières où je suis parti en économie, gestion. Après, je suis parti en production. Puis je suis diplômé designer des Gobelins, donc rien à voir. Et qu'est-ce que ça apporte? Je pense que ça apporte une espèce de sérénité si tu fais une grande école, parce que tout le monde te dit tous les jours. C'est vrai que j'ai fait quand même une école d'ingé en design aussi, les arts et métiers, et j'ai été choqué, parce que je suis resté quand même un an, par un truc, c'est que toute la journée, tu as tes profs qui te disent « Vous êtes les meilleurs les gars, c'est vous qui ferez la suite ». Et Exceptionnel. ils disent ça au sein des écoles? Mais évidemment. Ah ok, putain. Je parle pas pour tous les autres. Je parle pas. Je Non n'ai mais pas c'est été dans vrai, les autres. mais Mais là, j'ai des échos moi, pour pareils la de d'autres première écoles. fois, j'ai entendu des gens qui disent tout à fait normalement, comme toi et moi, vous êtes les meilleurs, vous êtes faits pour faire ce qu'il y a à faire. Évidemment que ça change tout. Donc déjà, il y a ce truc-là qui est quand même important. Parce que va trouver ta motivation là. T'as pas besoin de regarder Gary Vee ou Millionaires Club ou je sais pas quoi, genre work hard et tu travailles, lève-toi à 5 heures, travaille 15 heures par jour et 7 jours sur 7 et puis tu vas y arriver. Parce que tu fais ça, tu fais un burn-out, c'est aussi simple que ça. Mais quand t'as des gens qui te disent juste t'es légitime et c'est à toi de le faire, bah y a pas trop de sujet, tu vas le faire en fait. Ouais, mais est-ce que du coup ça paralyse pas aussi l'innovation? Parce que finalement, le fait que tu aies justement eu ce rapport aux études peut-être un peu conflictuel, c'est aussi, c'est ce qu'on discutait un peu en off, mais c'est peut-être aussi ce qui t'a motivé à justement être dans le learning. Ouais, alors ça c'est une très bonne question. Là je pense que je vais le prendre d'un autre prisme, d'un autre angle. Je pense que les études fonctionnent super bien pour un type de personne et beaucoup moins bien pour un autre. Moi les études, j'ai eu l'impression qu'on forçait, je fais un cercle on va dire, et on me forçait dans un carré. Et ça fonctionnait pas. Donc j'ai testé plein de trucs. Tu vois, sur 5 ans, j'ai essayé 4 écoles différentes. C'est énorme. Parce qu'à chaque fois, j'étais en train de me dire, mais c'est pas ici que j'appartiens. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je comprends pas. Je retourne en design. En fait, j'ai quand même essayé plein de filières complètement différentes. Et le seul truc où je me suis vraiment plu, c'est dans les startups. Parce que pour la première fois, il y avait que des affreux, que des azimutés qui se disent on vient de nulle part et de partout en même temps et on va faire des trucs extraordinaires, on construit le futur et en fait, on n'en a rien à faire de ce que vous nous avez dit, c'est comme ça qu'il faut réussir, je sais pas quoi, on le fait à notre manière et on va vous montrer. Moi, je viens de ça, c'est 2013, début des startups, on va dire en France, The Family, tout ça, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de scale-up, il n'y avait pas de licorne, il n'y avait pas tout ça. Ouais. 2013, il n'y a pas, il y a pas tout ce qui est L'accélération qu'il y a eu Spendesk. autour de... Spendesk, c'est 2016, 2013, là on parle. Ah ouais, C'est-à-dire que toutes les boîtes, aujourd'hui les 27 licornes, je pense que tu n'avais même pas une qui avait débuté. Doctolib, ça avait déjà débuté, mais je crois que c'est une des seules. Blablacar, c'est la seule dont on parlait. Blablacar, ça a, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça. Oui, bien sûr. Et puis l'accélération aussi des pivots de marché, Covid, mais même d'autres choses. Je comprends très bien où tu veux en venir, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un rôle en fait de mentalité globale? Parce que tu parles de The Family, mais Oussama Hamar, comme d'autres, hein, il y a eu David Laroche, qui sont des gens nous qu'on a reçus aussi au crayon. Est-ce que finalement, c'est pas aussi ces gens-là qui ont en fait un peu fait une prophétie autoréalisatrice sur des profils peut-être un peu plus oubliés des grandes écoles? Voilà, t'as tout dit. Moi, je pense juste qu'il y avait 50% de la population qui était, on va dire, oubliée ou qui se pensait oubliée. Parce que quand tu te sens pas bien quelque part, tu penses que t'es pas bon à ça, par exemple. Alors que tu peux juste faire autre chose. Mais tu le sais pas, t'as peur, tu l'as jamais peut-être vu. Donc, ça demande quand même une vraie force de caractère de tester plein de trucs. Parce qu'à chaque fois, tu retournes dans un nouvel environnement. Faut te rendre compte si t'as quelque chose à voir ici ou pas. Donc, c'est complexe, ça. Et je pense que eux ont donné cette force de dire, mais en fait, on s'en fout. Sois qui tu es, vas-y. Bon, par contre, ils oublient de dire, ça fait mal quand tu te plantes. Mais toi, c'est quoi le meilleur conseil du coup que tu donnerais à quelqu'un qui se retrouve comme toi en 2013 ou en 2016? C'est quoi le meilleur conseil que tu aies reçu? Le meilleur conseil que je puisse... Si je me donnais à l'époque, et je pense que ce serait toujours le même, et c'est celui que j'ai suivi, c'est l'important, c'est pas ce que tu fais, c'est avec qui tu le fais.
Ça, c'est le truc pour moi de base. Peu importe ce que tu fais, tu veux faire une banque, tu veux faire de la finance, tu veux faire un média, tu veux encore une fois peindre ou je sais pas quoi. Ce qui est important, c'est avec qui tu le fais. Pourquoi c'est aussi important l'équipe et l'entourage? Parce qu'on pourrait se dire c'est les compétences, je dis pas que c'est ce que je pense, mais on pourrait dire c'est les compétences, c'est le marché, c'est l'industrie. Là, après, on peut philosopher 1000 ans, mais je pense que le sujet Pourquoi c'est principal... important pour toi? Pourquoi c'est important pour moi? Parce que le sujet, la philosophie, philosophiquement, c'est parce que tu as envie d'appartenir à un groupe, donc autant faire que ça soit un groupe que t'aimes. Tu vas passer 80 000 heures de ta vie à travailler, C'est ça. donc tant qu'à faire, autant les passer avec des gens que t'aimes bien. Et puis surtout, un projet, c'est pas 1 an, c'est pas 3 ans, c'est pas 5 ans, c'est 10, 20 ans, voire toute une vie. C'est ça, c'est le projet d'une vie. Ça, je l'ai appris il y a à peine 1 an, donc tu vois, je le dis maintenant. Et donc ça fait d'autant plus sens. Tu as intérêt de t'engager avec des gens qui ont envie de jouer avec toi un jeu de long terme. Parce que, en fait, sinon, tu te crames. Ça a aussi été fait. Et quand tu prends les mauvaises personnes, quand tu te lies avec les mauvaises personnes, c'est-à-dire que elles sont mauvaises. Hein. Ça veut dire que toi, tu n'as pas fait le bon choix par rapport à Oui, ta que le match vision. est pas bon. Exactement, le fit n'est pas bon. Si tu restes trop longtemps avec elles, ça te bouffe de l'énergie et tu crames, c'est tout, burn-out. Ouais, je comprends. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est un des trucs qui revient hyper souvent et je m'y attendais pas forcément à ça. Moi, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur parce que le Créant, c'était d'abord une histoire d'amitié, même presque avant d'être une histoire de projet ou de boîte ou de quoi que ce soit. Mais fondamentalement, je pensais pas que c'était le cas pour autant de gens et c'est souvent un retour qu'on a. Et c'est un des retours d'ailleurs que j'ai l'impression que beaucoup d'incubateurs et de leveurs de fonds ont identifié. Parce que c'est un sujet qui revient souvent sur la table. Vu que tout va mal se passer, en même temps, le seul truc sur lequel tu peux miser, c'est l'équipe. Hein. Dans tous les cas, tout va mal se passer, le plan va pas fonctionner, peu importe tes qui, peu importe tu fais quoi. Donc, le seul truc sur lequel il faut miser, c'est de dire, est-ce que ces gens-là, quand ils seront au fond là, et qu'ils seront encore plus bas, ils auront encore la force ensemble de remonter. Et toi, du coup, tu t'es associé, tu disais, avec ton frère aussi. C'est pas difficile d'être associé avec quelqu'un de sa famille? C'est une question qui revient souvent. J'aurais envie de te la reposer, mais vu que c'était en émission, je vais pas te la reposer. Tu la poseras à Sixtine C'est quand ça. elle passera. Est-ce que c'est difficile avec son frère? Je trouve pas du tout. Là, au bout de 4 ans, non. Ouais, ça va jamais assez vite, mais vu qu'on se connaît depuis le début, donc c'est pas si... En fait, c'est pas si... Le fit humain est déjà là. C'est pas si compliqué. Moi, en plus, j'ai la chance d'être le grand frère, donc c'est normal que c'est moi qui porte le projet. En fait, les choses qui peuvent amener des frictions sur beaucoup de gens, nous, on les a déjà eues il y a 10, 20 ans, donc... Ok, je comprends l'idée. Donc on peut aller très vite, très fort, et en fait on s'aligne super vite, on parle des bonnes choses et on avance. Et on est capable de dire des trucs super durs, brutalement et honnêtement, sans mal le prendre. Alors que tu dis ça à quelqu'un que tu connais pas trop ou que tu viens d'embaucher, ça peut faire mal. Je rebondis là-dessus, mais c'est la question justement de l'honnêteté radicale au sein de ton équipe, tu vois. Est-ce que ça peut pas être aussi à double tranchant avec les gens? C'est hyper dur. Faut quand même s'adapter. Il faut toujours adapter son discours. Parce que c'est qu'une question de confiance. On peut être honnêtement radical, mais faut être avant ça, il faut avoir bâti de la confiance. Sinon, ça fonctionne pas. Tu peux pas dire à quelqu'un que soit qui vient de rejoindre l'équipe, soit même dans la rue, tu peux pas lui dire ce que tu penses de la personne. Et le but, c'est que ce soit constructif. Hein. C'est jamais quelque chose de négatif. Mais tu peux pas dire ça comme ça. Genre ça, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, parce que pour telle raison. C'est trop dur. On n'a pas l'habitude qu'on nous dise factuellement que c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est culturel ça en France? Ou c'est vraiment un peu humain partout? Je pense que c'est humain. Moi, si on me le disait aussi, je dirais oh, tu te prends pour qui? Mais en même temps, c'est la vie. Parce que, en fait, une fois que c'est prouvé que c'est qu'une question de méthode, moi, j'ai un gros sujet sur la méthode dans la boîte, tout le monde a un peu de mal. C'est un peu la vallée de la mort. Quand tu rejoins l'équipe, il y a 3 mois où tu dois apprendre une méthode. Et cette méthode est très simple, hein, c'est juste de l'organisation, de la priorisation. Il faut que tout ce que tu fasses ait de l'impact sur tes KPI. C'est aussi simple que ça. Donc si tu me demandes c'est quoi la croissance, le growth, c'est ce mindset-là. C'est de se dire comment est-ce que j'ai de l'impact dans chaque action. Et je perds pas du temps ou je sais pas quoi. Donc, l'art de l'efficacité, ça s'apprend, mais c'est dur. Parce qu'il faut désapprendre ce que tu as appris avant. Il faut mettre l'ego de côté. Et ça peut être vachement dur pour des personnes et super simple pour d'autres. Il y en a qui n'en ont rien à faire, ils se rendent direct, ok, pas de souci, je fais ça, c'est ça. En 1 mois, c'est réglé. Et après, c'est des machines. Ce que tu me dis, ça me fait un peu penser à quelque chose où on disait où le fait de surréfléchir peut être parfois un piège dans l'entrepreneuriat et dans le monde des startups. C'est ce que toi, tu as identifié aussi? Je pense que ça dépend du contexte et du projet. Faut y aller. Moi, après, tout le sujet du podcast et tout ce que je fais à la base, c'est aussi pour me demander est-ce qu'il n'y a pas une méthode derrière. Donc, c'est tout déconstruire, de se dire est-ce qu'il n'y a pas une méthode scientifique pour réussir à tous les coups. C'est ça le sujet de la startup quand même. Ouais, bien sûr. C'est quoi le playbook? Et c'est encore plus pour le sujet croître de ton podcast, ça je suis d'accord. Voilà, et c'est quoi le playbook? Et la vérité, c'est que t'en trouves quand même certaines parties
peu à peu, un peu comme Une un- carte au comment- trésor. ouais, une carte au trésor ou quelqu'un qui peu à peu découvre comment ça peut se passer. Donc ça existe, mais il n'y a jamais tout. Enfin, t'as beau faire toute la checklist, je sais bien qu'il faut un peu de magie, il faut du panache, il faut un truc qui n'est pas explicable. Mais il y a quand même un playbook qui fonctionne à un moment donné. Tu vois, genre à un moment donné, tu fais ta vidéo, elle est moche, c'est pas grave. Le Just Do It comment il s'appelle? J'ai oublié. Shia LaBeouf. Chien, ouais. Just do it, c'est ça. À un moment donné, il faut le faire parce que bon, t'as beau réfléchir, tu peux pas, tant que t'as pas à la fin un truc palpable dans les mains, ça marche pas. Tu veux faire une story, fais-la. Ouais, ça va être moche, c'est pas grave. Oui, tu vas pas faire t'auras pas la bonne typo, c'est pas grave. Oui, t'auras oublié le lien, c'est pas grave. Enfin, à un moment donné, il faut juste faire. Et peu à peu, ça va fonctionner. Pourquoi faut faire? Parce que tout le monde s'en fout en fait. T'as l'impression que tout le monde te regarde, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en contrefout. Ce qui devient un peu moins vrai quand tu commences à grandir. Donc toi, par exemple, c'est un peu moins vrai. Il faut toujours y aller, mais tu as besoin de réfléchir un peu plus. Pourquoi? Parce que déjà, tu as moins de temps. Donc au tout début, évidemment qu'il faut y aller sans se poser de questions. Tu as tout le temps de la Terre. Mais quand tu as un truc qui commence à fonctionner, là, tu n'as plus tout le temps de la Terre. Si tu te plantes, bah, c'est une partie de ressources de ton temps, qui n'est pas infinie, qui est limitée, et qui est ta ressource la plus importante, qui est gaspillée. Donc comment tu fais pour limiter au maximum le fail, alors qu'on sait que le fail est important? Oui, un peu la distinction entre percer et gérer après derrière ce que tu as déjà fait, quoi. Ouais, exactement. Donc, tu as cette théorie des points. Je sais pas si tu connais, c'est genre Non, tu pas du tout. commences, tu vas commencer à faire un podcast, peu importe sur quoi. Tu as envie de faire des stories Instagram. Tu vas commencer à écrire des blog posts ou sur Twitter. Et en fait, ce qui te passionne, c'est d'autres trucs. Donc là, tu fais plein de points un peu partout. Il y en a un qui va prendre. Tu sais pas c'est lequel. Bon, disons c'est le podcast pour moi. Là, ça prend et tu dis ok, là je vois qu'il y a de l'attraction. Qu'est-ce que je fais ensuite? Est-ce que j'ai envie, par exemple, d'aller développer une boîte de conseil? Une agence, parce que ça fait sens, à peu près. Ou est-ce que j'ai envie de faire un truc qui n'a rien à voir, d'aller écrire un livre sur je ne sais quoi? Voilà, c'est dans tout. Hein. Ou est-ce que je fais un rond autour de ce point? Et tu Donc la t'étends. théorie des points et des ronds, c'est de se dire, bah, en fait, les entrepreneurs les plus intelligents, c'est ceux qui arrivent à construire un actif et à chaque fois le renforcer en faisant des ronds. Donc si on reprend le bon exemple, qui n'est pas une question juste de réseaux sociaux, hein, c'est de se dire, si je fais un podcast, comment est-ce que je vais le monétiser? Patreon, c'est un rond. Bon, complètement planté, on va pas se mentir. Maintenant, formation, c'est un autre rond. Si je fais un studio d'enregistrement que je vais commencer à louer aussi, ça me refait un rond autour, etc., etc., etc. Donc toujours penser comment est-ce que tu peux aligner tout ça, parce qu'à la fin, le game, et je pense qu'on l'oublie peut-être un peu quand on est à fond dans les réseaux sociaux, etc., c'est comment est-ce qu'on gagne de l'argent, parce que c'est bien beau tout ça, mais à un moment donné, il faut payer les gens. Je comprends très bien. C'est une question qu'on pose à tous les gens qu'on reçoit. C'est qui tu aimerais voir dans cette interview? Vision. Quelqu'un que tu entends soit pas forcément sur ces sujets, soit pas assez souvent dans les médias, et qui, toi, t'inspire, ou à l'inverse, que tu n'aimes pas, mais que tu as envie de voir un peu contredit. Comment il s'appelle, que j'aimerais bien recevoir, donc si vous l'avez avant moi, vous pouvez me le renvoyer. Asher. Ok, Asher, qui est très très fort sur Bitcoin, blockchain, crypto, etc. je vois très bien. Je regarde régulièrement ce qu'il fait, c'est très intéressant. Et la dernière question, est-ce que tu as une phrase, une citation, une punchline de toi ou de quelqu'un d'autre qui au quotidien t'inspire ou te donne de l'énergie ou te fait voir les choses de la manière dont tu voudrais les voir? Ouais, je vais prendre la punchline du podcast. C'est si tout te semble sous contrôle, c'est que tu vas pas assez vite. J'adore. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez Grossmaker sur tous les réseaux sociaux, mais notamment Spotify et Apple Podcast. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire, un like, c'est super important pour le référencement. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine interview. C'était Valorant. Ciao.